Eh bien, bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour la suite des échanges. Je suis Mathieu Guinbeau, je suis journaliste pour Fashion Network. C'est toujours un plaisir d'animer un panel pour les Fashion Green Days, en particulier sur l'upcycling. Marcia parlait il y a quelques secondes des grands-mères et de l'upcycling. Alors, mercredi dernier, je me suis retrouvé à expliquer à ma propre grand-mère ce qu'était l'upcycling. Figurez-vous qu'elle m'a répondu que ça lui rappelait la guerre. Elle se souvient une petite fille, en fait, elle portait des pulls complètement dépareillés sous l'occupation parce que les couturières et les mères euh, tricotaient des pulls avec les fins de pelote qu'elles arrivaient à se procurer à l'époque, qu'elles se passaient entre elles. Alors, aujourd'hui, évidemment, on ne parle plus de guerre, on parle par contre d'une lutte contre le gaspillage à l'échelle de toute notre industrie. L'upcycling n'en est qu'un aspect, évidemment. Il y a la production locale, il y a le recyclage, il y a bien sûr la montée en puissance des matériaux responsables. Des marques se créent entièrement autour de l'upcycling, on l'a vu depuis hier, c'est assez passionnant, mais il y a aussi des marques et enseignes de prêt-à-porter qui se mobilisent beaucoup sur ce terrain. Et nous avons donc aujourd'hui la chance d'avoir les représentants de quatre de ces marques. Alors nous avons avec nous Sandrine Ney de Bisbee. Bonjour Sandrine. Bonjour. Nous avons également Stéphanie Courcelle de Jules. Alors votre micro est coupé par contre Stéphanie. Ah, ça marche. Bonjour Stéphanie. Nous avons Léna Claudor de La Redoute Bonjour. et Corinne Devroux de Blancheporte. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors évidemment, donc, ces quatre intervenantes vont partager avec vous leur expérience dans l'upcycling, la façon dont s'est développé l'upcycling en interne, les leçons, les conseils évidemment qu'elles en ont tirés avec l'importance de la formation, mais aussi les limites de l'exercice, l'épineuse question de la rentabilité qui a déjà été beaucoup discutée hier en fin de journée, et surtout l'avenir s'il y en a un, de l'upcycling au sein des marques qui, comme on le sait, essayent déjà de rationaliser de toute manière les stocks disponibles lors de leur production. On va commencer par vous, Sandrine. Alors, vous, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment est née l'initiative de l'upcycling chez Bisbee et quelle forme il prend aujourd'hui dans votre offre? Bien sûr. Donc en fait, je vais évoquer la position de Bisbee puisqu'on est en train de changer quelques plots et notamment notre stratégie par rapport à tout ce dont on parle. Aujourd'hui, l'aspiration de l'anti-gaspi, souhaiter développer le côté intelligent, responsable et beau du renouveau, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un modèle d'éco-conception, c'est une nouvelle façon d'envisager la consommation et c'est quelque chose aujourd'hui qui vient dans nos valeurs. Je reprends l'aphorisme de Lavoisier qui dit rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Effectivement, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous parle et qu'on voudrait porter et qu'on portera. On est convaincu que l'upcycling, c'est un art de vivre quotidien. Et aujourd'hui, Bisbee, on a en face de nous une cible de 15-25 ans qui peut être porteur et ça prend vraiment tout son sens aujourd'hui. Donc, comment ça nous est venu comme beaucoup, on a fait part d'inventaire, de ce qu'on faisait, comment on travaillait, de collections qui dormaient à l'entrepôt. Alors pourquoi ça dort? Parce qu'effectivement, on en a acheté trop, on est sur des effets de tendance, donc on a des couleurs qui ne plaisent plus, on a des formes qui ne plaisent plus, et on a beau les remettre sur le circuit de la distribution, ça ne part pas. Donc aujourd'hui, on s'est posé avec une liste de produits, des quantités, et se dire comment on arrive à transformer ces produits, à leur apporter une nouvelle valeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, cette capsule qu'on a mis en place n'est pas encore arrivée en magasin. Elle arrive en magasin le 17 avril. Donc, j'ai pas de résultats aujourd'hui à donner, mais juste peut-être quelques conseils par rapport à la façon dont on l'a fait. Donc, on est parti de cette liste de produits, des produits qui sont plus ou moins faciles à transformer. Je pense notamment au denim. Donc, on est parti de cette liste de produits et on s'est fait accompagner par Fashion Grid Hub et donc par le plateau fertile, parce que pour nous, c'était important aussi de se rapprocher de l'économie locale et du côté associatif pour nous aider. Et aujourd'hui, le 17 avril, on aura une collection de 10 produits. Donc, ce que je disais essentiellement du jean pour porter ce projet
Donc là aussi, il y aura toute une partie communication, j'en parlerai peut-être après, qui va être important par rapport à notre crew. Donc aujourd'hui, Bisbee porte un projet plus large que l'upcycling, hein, qui est Bisbee Cares. Donc on parle d'action, de réutiliser, recycler, réparer, comme beaucoup, de solidarité, d'action, de transparence. Et tout ça, c'est vraiment l'upcycling rentre vraiment dans ce projet de stratégie globale et de valeur de l'entreprise. Et vous Voilà. me disiez qu'en plus, vous étiez aidé dans votre démarche par le fait qu'en ce moment, il y avait une grosse tendance sur le denim, de toute manière. Voilà, tout à fait. Donc en plus, effectivement, aujourd'hui, on ressent un gros mouvement et une grosse mode sur le denim. Donc effectivement, ça nous aide. Tout à fait. Parce que le but, en fait, de transformer, d'apporter de la valeur, ça c'est OK. Mais derrière, le but final aussi, c'est quand même de l'écouler. Aujourd'hui, on ne va pas se faire plaisir en transformant et point. Derrière, il faut quand même qu'on soit vigilant sur le produit, le prix, pour l'écouler et pour répondre à, en tout cas nous, ce qu'on a dans notre cible, une cliente alternative qui va être OK avec cette démarche de seconde vie, de recherche de RSE. Et aujourd'hui, il faut quand même qu'on soit vigilant par rapport aux produits qu'on va créer, par rapport au prix. Mmh. Et alors, vous, Stéphanie, chez Jules, vous me disiez, c'était parti au départ de réunions sur les invendus, notamment de ce qui part sur les sites de déstockage comme VP. Exactement. Alors, juste pour info, je ne sais pas si tout le monde sait, en fait, donc Sandrine et moi, on travaille en fait au sein du même groupe parce que Bisbee et Jules donc, font partie du même de groupe. Donc, Affichique, voilà. Exactement, c'est ça. Donc oui, c'est vrai qu'on est parti du postulat qu'on avait des stocks dormants à l'entrepôt et on s'est dit, bah voilà, tout ce qu'on n'a pas vendu à VP parce que soit c'était en trop petite quantité, il nous restait que quelques tailles, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces produits ? Et donc est venue l'idée de l'upcycling parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on voit depuis un petit moment et qui rentre aussi en phase avec nos valeurs, tout ce côté, comme disait Sandrine, réduire, recycler, réparer au maximum. Et en fait, donc on a fait un petit constat de ce qu'on pouvait réexploiter en fonction de la saisonnalité aussi. Donc nous, on voulait, donc il y a notre première capsule upcyclée qui est sortie donc là le 1er mars sur le web uniquement. Et en fait, le but, c'était vraiment pas de faire de la quantité à partir de l'existant et d'éviter le gaspillage. Donc, on a sélectionné en tout cas des produits qui étaient en petite quantité à l'entrepôt et qui pouvaient être transformés. Donc, on a essayé avec la styliste de voir ce qui pouvait matcher en termes de style et d'intention produit. Et pour ça, en fait, on a collaboré avec donc l'association Anti-Fashion et l'atelier Résilience qui se situe à Roubaix et qui avait aussi une démarche inclusive parce que du coup, c'est des personnes aussi qui sont en réinsertion professionnelle. Et en fait, on a co-créé cette capsule donc, avec les jeunes d'Anti-Fashion qui ont à peu près une vingtaine d'années. Et on voulait aussi cibler des clients un petit peu plus jeunes et qui étaient aussi sensibles à tout ce côté éco-responsable. Ok. Et donc là, c'est sorti tout récemment, c'était le 1er mars. C'est ça, exactement. Alors Léna, vous, chez La Redoute, alors vous avez une activité plus directement créative au sein de La Redoute. Et vous, ça s'est lancé, fin décembre, dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des origines du projet ? Alors, le projet est né à la base sur le principe qu'on avait un créneau de prise de parole Made in France. Donc, on faisait des capsules Made in France depuis 2019, orientées sur des produits pour toute la famille. Donc, moi, je suis styliste à La Redoute. Je travaille au quotidien sur les collections prêt-à-porter, La Redoute Collection. Et je travaille en parallèle, du coup, sur des capsules éco-responsables depuis 2019. Donc, on avait ce créneau de prise de parole qui est en fait lié à nos ambitions RSE, notamment d'être sur une collection
prêt-à-porter 100% responsable à horizon 2022. On a la même démarche pour le secteur de la maison à horizon 2025 et à horizon 2030 de passer au zéro plastique à usage unique et à la neutralité carbone. Donc voilà, ça c'est nos grandes ambitions. Donc cette prise de parole en fait sous forme de capsule, au départ c'était Made in France. Nous on a souhaité se repositionner, réfléchir et se demander comment on pouvait continuer. Donc on n'abandonne pas du tout le Made in France à la Redoute, au contraire. Par contre, on s'est vraiment intéressé à l'upcycling en partant du constat qu'on avait des stocks de matières dormantes, donc des fins de rouleau qui sont stockés en Europe et qui sont là puisque parfois il faut avoir... on a des minimums de commandes à respecter et tout n'est pas utilisé du tout. Donc, en partant de ce constat-là, on s'est dit, OK, comment on peut s'en emparer, en faire quelque chose, tout en restant, et ça, c'était très important pour nous, dans l'ADN de ce qu'on travaille au quotidien sur la collection, la Redoute collection, en tout cas à la femme. Donc, on est parti sur une collection capsule mode dédiée à la femme, mais faite de façon upcyclée. Et comme ça fait un petit peu plus longtemps, vous pouvez déjà, vous, nous faire un retour sur les réactions que vous avez eues. Vous me disiez, vous avez notamment été surpris par vos camarades britanniques, où apparemment en Grande-Bretagne, l'upcycling est très recherché. Alors, on a eu aussi effectivement un retour de nos filiales internationales quand on a lancé le projet, qui nous disait que le critère upcycling, en tout cas, parlait aux clients. Donc ça, c'était plutôt satisfaisant et encourageant. Et comme cette collection capsule a déjà vu le jour, effectivement, elle a été en ligne fin décembre. Il se trouve qu'elle a très bien marché et qu'on a écoulé plus des 2/3 en fait, de la collection en quelques semaines. Donc ça a été vraiment un succès. Et on verra d'ailleurs qu'il va y avoir des suites très prochainement à cette opération. Alors Corinne, vous, chez Blancheport, vous êtes partie dans la direction de la bagagerie légère. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des origines de votre projet? Oui, tout à fait. On va peut-être déjà le resituer dans le contexte plus global de la stratégie de Blancheport. Un des 6 axes stratégiques de Blancheport, je vais vous le lire, est important. Donc, c'est Blancheport doit agir quotidiennement en entreprise citoyenne, respectueuse de ses parties prenantes et de son environnement. Donc là, nous sommes sur un écosystème très global et c'est en effet ce qui a donné l'impulsion à cette démarche expérimentale de l'upcycling. C'est une démarche qui est née récemment. Elle est née en 2019. Et elle a été impulsée aussi par un axe stratégique qui est important pour Blancheport, c'est la co-création. En effet, il est important pour nos équipes produits de conception d'aller chercher de l'inspiration ailleurs, d'aller chercher des collaborations avec des clients, avec des blogueuses, avec des designeuses externes pour créer des choses complètement nouvelles, même des lignes de produits complètement nouvelles. Donc, d'un côté, on a cette préoccupation, la créativité en dehors de nos périmètres classiques. Et de l'autre côté, un peu comme mes collègues, on a observé des invendus. Nous, on a passé un peu de temps sur les invendus du linge de maison parce qu'une matière plus facile à travailler. Moins de points durs, plus de monomatière. Donc voilà, c'était zoomé là-dessus. On a lancé des groupes de travail et de là est née en effet cette idée de créer une ligne de produits complètement nouvelle qui n'existait pas chez Blancheport, c'est la bagagerie légère à partir des invendus du linge de maison. Et ça a donné naissance à beaucoup de possibles parce que des imprimés exclusifs de Blancheport, des matières diverses et variées. On utilisait du linge de lit, de la toile cirée, du rideau, enfin un mélange de matières important. Et je voudrais signaler qu'on a réussi à faire cette collection grâce à une expertise bien
bien particulière, qui est le design de l'upcycling, en upcycling. Et là, on a travaillé avec Flavia Redouin, qui nous a aidé à monter cette collection qui est bien spécifique, hein, avec des mélanges matières, avec des mélanges matières même en dehors de nos collections, puisqu'on a associé donc un fabricant de cuir pour donner du corps à cette bagagerie. Donc voilà, on a élaboré une vingtaine d'articles dans notre gamme, du plus petit produit comme le petit pochon de voyage, au sac de voyage, au sac allongé même. Donc une gamme de produits qui allait de 7 € à la vente à 79 €. Donc ça, c'était notre première expérience. Et là, on était vraiment sur un objectif commercial, environnemental, mais aussi social, puisqu'on a produit ces articles en local au plateau fertile. Donc, une préoccupation de nourrir aussi la production locale. Et on est très fiers d'avoir créé 4 emplois pendant 6 mois pour cette collection capsule. Oui, vous me parliez de 3000 pièces par capsule. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Je vois que Yolande Classen a réagi à vos propos en disant co-création absolument, des nouvelles énergies et un nouveau regard sur vos produits. Tout à fait. Et en plus de ça, ce qui était extrêmement étonnant et innovant pour nous, c'était la constitution des groupes projets, parce qu'en fait, dans ces groupes projets existent les experts métiers, les chefs de produits, les stylistes, mais on ouvre aussi ces groupes projets à des volontaires motivés par la démarche. Donc, ça crée une dynamique au sein de l'entreprise qui est extrêmement intéressante et qui stimule beaucoup l'entreprise. Donc, ça, c'est une première, ce qu'on appelle une saison 1. Et ce sont des expériences qu'on réitère et qu'on souhaite accélérer. On en est donc à notre 3e expérience, sachant que la 2e, c'est une collaboration avec La Vie est Belle, donc création de caleçons avec nos invendus de linge de lit, en utilisant nos propres imprimés, et donc en caleçons hommes et femmes. En cours maintenant une autre collection, un peu de teasing, sur des destinations de produits différentes, mais toujours autour des invendus de linge. Très bien. On pourra peut-être partager ensuite les enseignements, mais ça commence à bien se dessiner. Oui, mais d'ailleurs, c'est ça, je pense, qui va intéresser aussi beaucoup les personnes qui nous suivent, c'est de savoir comment, au sein d'une société qui est déjà constituée, comment on développe un projet qui remet un petit peu en question toutes les manières de travailler. Et aussi, est-ce qu'il peut y avoir des résistances en interne, des personnes qui freinent un petit peu? Sandrine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, alors effectivement, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Corinne. Il peut y avoir des résistances parce qu'en fait, sur des lancements de projets comme ça, c'est beaucoup d'énergie parce que c'est nouveau. Beaucoup d'énergie. Effectivement, il faut changer la vision des indicateurs en termes de rentabilité et c'est pas parfois facile parce que ça vient en plus dans notre activité et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et pour autant, il ne faut pas faire des stop and go. Il faut vraiment y croire. Il faut être convaincu sur les projets. Et c'est vrai que parfois, il faut vraiment être engagé. Il faut s'entourer des bonnes personnes aussi qui sont engagées sur ces idées. Ça peut être en interne, mais ça peut être également en externe par des clientes. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Il faut, je veux pas dire qu'il faut se battre, mais on est entendu. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Surtout en plus, tout nouveau projet, process. Stéphanie, tu m'as beaucoup aidée parce qu'effectivement, on fait partie du même groupe. On est souvent sur des équipes courtes, donc c'est-à-dire que ça vient en plus de notre activité classique. Et c'est vrai que c'est des nouveaux process à mettre en place. Il n'y a pas souvent ou pas tout le temps des règles bien écrites. Donc, on se pose beaucoup de questions. On est dans le doute. On y va, on n'y va pas. Comment on fait les compositions, les étiquettes. Enfin, c'est vrai que c'est parfois beaucoup d'interrogations. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de s'appuyer sur des entreprises qui ont déjà franchi le cap ou qui en sont déjà à leur 2e ou 3e capsule pour essayer de voir un peu les freins, les contraintes aussi de création, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, cette petite capsule est première, on l'a développée avec les compétences qui sont en interne, mais la création, elle est hyper importante. Et pour moi, je pense que l'étape suivante, ça va être d'être avec des créateurs indépendants, parce que là, on ne vient pas d'une page blanche
Léna, tu es peut-être styliste, tu vas peut-être intervenir dessus, mais on part pas d'une page blanche en fait. On part d'un produit qui existe avec des contraintes de taille, des contraintes de coloris. Moi, je me suis vue aussi me dire sur mes produits, je veux ajouter le moins d'accessoires possible. C'est-à-dire qu'on a ajouté des zips, mais je ne voulais pas ajouter de scratch, de vraiment rester sur l'état brut de la matière, sur des étuis à lunettes par exemple, ne pas ajouter de petits boutons ou de choses pour fermer ou d'élastique, mais vraiment travailler sur du rabat et rester sur la matière principale. Et ça, c'est vrai que ça va demander, enfin, l'upcycling devient un art. On parle d'art d'upcycling, mais je pense que c'est vrai qu'il faut pousser et aller plus loin. Aujourd'hui, nous, on n'en est qu'au tout début et c'est riche d'enseignements, Oui. mais il y a vraiment encore beaucoup de petits pas à faire pour exceller et se faire accompagner. On va se faire accompagner prochainement, nous, de personnes en stage dans de deux écoles sur de l'aide, sur des idées du modélisme, du stylisme, mais je pense qu'après, on ira plus loin sur des créateurs indépendants, comme l'ont déjà fait d'autres enseignes. Oui. Voilà. Mais Léna, effectivement, c'était un point que vous aviez abordé, c'était de dire qu'en fait, c'était une remise en question pleine de votre façon de travailler. Au lieu de partir des tendances, vous partez évidemment de ce que vous avez sous la main. Comment on appréhende ça au départ? C'est ça, parce qu'il y a pas mal de contraintes en faisant de l'upcycling, notamment nous, dans notre cas, en partant de la matière première qui construit en fait le cahier des charges. Ça veut dire qu'on est limité en termes de quantité. Ça veut dire qu'on est limité, nous, puisqu'il s'agit de nos stocks dormants, on est limité en termes de choix de matière aussi. Ce choix de matière, ou en tout cas ces matières, de là va découler forcément la typologie de produits qu'on va pouvoir faire, la saisonnalité aussi, dans laquelle on va ancrer nos produits. Donc, c'est tout un tas de contraintes à prendre en charge, à prendre en compte en fait, dans le cahier des charges, dès le départ. Et du coup, c'est un autre process de travail dans le sens où habituellement, typiquement, en tant que styliste, je vais arriver avec mes besoins produits, mes envies produits. Et du coup, de là va découler mes besoins matière. Alors que là, c'est l'inverse. C'est de la matière ou des matières qu'on a sous la main dont on va partir. Et ça demande du coup de faire appel à de la créativité pour savoir comment, vous parliez d'un vendu, mais pour savoir comment les twister, pour savoir aussi du coup comment est-ce qu'on va travailler telle et telle matière par rapport à la saison. Donc effectivement, il y a du challenge créatif. Avec un défi supplémentaire pour vous qui est qu'il faut s'inscrire aussi dans un ADN préexistant. Exactement, mais ça fait partie de la stratégie qu'on s'est écrite sur ce projet dès le départ. On n'avait pas envie d'être sur un ADN créateur, on a des capsules créateurs à la Redoute. On avait envie en fait de capitaliser sur ce qu'on fait d'ailleurs, sur ce qu'on fait tout dans l'équipe qui travaille sur la capsule au quotidien, c'est-à-dire le positionnement style de notre collection, la Redoute collection à la femme. Donc, dans une ADN féminine, avec de la fantaisie, dans l'air du temps. Et que ces produits, en fait, soient mode, en adéquation avec ce qu'on fait le reste du temps, mais simplement et surtout fait de façon upcycling. Et on s'est rajouté une autre contrainte, notamment parce qu'on part de stocks qui sont en quantité limitée. On a essayé d'optimiser l'emploi matière au maximum pour limiter les chutes. Donc ça, c'était vraiment un challenge interne, un travail main dans la main entre stylistes et modélistes, où on est arrivé en choisissant pour la première capsule 2 matières qui nous plaisaient. J'ai fait de la pige, etc. Ouais, et j'ai commencé à dessiner les produits. Et puis après, on a échangé, modéliste et styliste, pour voir si en termes d'optimisation matière, on était bien ou pas. Et du coup, là, on est venu aussi changer les formes, abandonner certaines idées. Et ça, pour ça, on a eu aussi recours à la conception 3D, qui nous a permis d'éviter du coup
de faire trop de prototypes inutiles, puisqu'on était aussi sur des quantités limitées, donc il fallait de matière, donc il fallait bien la garder pour la production. Et on est venu vraiment travailler main dans la main et ça change un petit peu le style des produits. Ça ne se voit pas à vision cliente, mais c'était vraiment une volonté en interne de réussir à se challenger sur ça et à limiter les chutes du coup. Stéphanie, de votre côté, comment ça s'est passé cette mise en place? Vous me disiez, vous avez consulté à peu près tous les services de la marque jusqu'au juridique pour mettre cette organisation sur pied. C'est ça, c'est que, enfin, comme le disaient avant Léna et Sandrine, c'est qu'en fait, c'est tellement un nouveau process. En fait, on fonctionne à l'envers, donc on part d'une page blanche et on est un peu aussi en mode chef de projet parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et il faut se renseigner en fait avec tous les départements en amont pour éviter en fait de se retrouver à un moment donné. Que ce soit en termes effectivement, au niveau juridique, et qu'est-ce qu'on a le droit de communiquer, revendiquer, aussi au niveau de la qualité, sur comment, parce que c'est vrai, en fait, il y a deux choses différentes. Là, on a deux exemples. C'est le fait de partir soit de stock dormant ou alors de partir de rouleaux de matière où là, il y a un peu moins de contraintes. En tout cas, sur notre capsule upcyclée chez Jules, on a fait les deux, donc l'exercice sur les deux. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus facile de partir de rouleaux de matière parce qu'il n'y a pas de forme encore prédéfinie. Donc, on est un petit peu plus libre, on va dire, sur la typologie du produit. Après, c'est pareil avec le digital, etc. Enfin, il y a tous les services, la logistique, parce que du coup, les sorties de stock à l'entrepôt, ce n'est pas des choses qu'on fait... normalement, c'est des choses qui sont informatisées et aujourd'hui, c'était des choses qui étaient faites à la main, manuellement. Donc, ça demande en tout cas une organisation et aussi de sensibiliser toute la société en fait pour que tout le monde se sente impliqué dans le projet. Après, c'est vrai que c'est des valeurs qui sont au centre de la société Jules. Donc, on n'a pas eu trop de mal en tout cas à embarquer les gens. Quand on a donné le sens, ça a été assez fluide finalement, même si ça demande de l'énergie, ça a été assez fluide et les équipes étaient assez réceptives en tout cas. Corinne, Stéphanie parlait du fait qu'il fallait avoir des matériaux évidemment pour travailler, il faut faire un peu la chasse. Alors chez vous en particulier, parce que vous me disiez il n'y a que 2% d'invendus, parce qu'il y a vraiment une optimisation à la base de votre sourcing. Du coup, comment vous vous êtes organisé de votre côté? Il y a peu d'invendus, mais 2% sur nos volumes sont quand même des volumes conséquents, en fait. Et c'est vrai que là, on s'est concentré sur les invendus du linge de maison, mais il reste aussi le prêt-à-porter, les autres catégories de matières qu'on abordera plus tard parce que, comme Stéphanie l'avait dit, c'est plus complexe de démonter un vêtement que d'utiliser du linge de maison ou un drap. Donc voilà. Il est important, quand on fait de l'upcycling à partir d'invendus, c'est de ne pas recréer des invendus. Donc, de toute façon, les séries sont petites. C'est un modèle qui est à part. En tout cas, quand on travaille ainsi avec l'objectif de créativité et de connexion. Moi, je pense que là, c'est un modèle. C'est un peu éphémère malgré tout. Et si on veut à un moment accélérer l'upcycling, c'est un autre sujet qu'il faut travailler en parallèle pour industrialiser, pour travailler ensemble, pour mettre en commun de la matière. Il y a, je pense, deux approches complètement différentes. Et sachant que l'approche dont on parle toute, l'upcycling de collection éphémère, c'est une approche qui économiquement est quand même très difficile. Oui. Au bout de la saison 3, la rentabilité de la collection est toujours pas facile à atteindre en fait. Donc on est sur, comme chacun le dit, sur des processus tellement différents, sur des contraintes aussi tellement importantes et si la production locale, c'est clair que tous ces objets font que le prix de revient est finalement conséquent. Et un des enseignements clés que nous avons au bout de trois saisons, c'est que ça ne peut fonctionner commercialement que si on reste sur le positionnement de notre marque.
C'est-à-dire que il est plus compliqué pour Blanche-Porte de vendre un sac à 80 € qu'un pochon à 15 € ou un sac ou un shopping sac à 15 €. Il est important de rester dans notre positionnement et dans notre ADN, comme l'a dit Léna. Donc voilà, des contraintes qui sont là, des collections en capsule avec un peu de matière à utiliser au juste niveau pour ne pas recréer des invendus, et ensuite partageons, mettons en commun de la matière, enfin, travaillons différemment pour passer à autre chose. Oui, vous parliez de l'importance de la massification pour rentabiliser, peut-être pas rentabiliser, mais au moins ne pas perdre d'argent sur l'upcycling qui demande beaucoup de temps et beaucoup de personnes. On doit rationaliser à minima. En fait, c'est vrai que la première expérience, on était vraiment sur l'open bar, 30 matières, beaucoup de mélanges et un coup pour voir et pour stimuler aussi les équipes, ce qui a très, très bien fonctionné. Et suite à ça, de la rationalisation importante, évitons la coupe manuelle pour faire du matelas. Il faut un minimum rationaliser et industrialiser pour ne pas perdre d'argent, quelque part. Oui. On est là pour faire du commerce aussi, avant tout. Et donc, voilà, il faut surfer entre tout ça, en fait. Sandrine, sur la rentabilité, vous m'avez dit il faut choisir ses combats. Oui, tout à fait. Il faut choisir ses combats. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on continue à gérer son socle de chiffre d'affaires, voilà, et à côté, un projet qui prend beaucoup d'énergie et qui, pour autant, on sait, et surtout quand c'est une première fois, ne sera peut-être même pas rentable. Mais c'est pas c'est l'histoire qu'on va raconter autour aussi. Et je lis un message où on parle d'émotion. Il faut qu'on réussisse à créer de l'émotion avec nos produits, avec la rareté, comme c'est écrit. Et ça va être là toute la difficulté. Moi, je vais parler de ma propre expérience. J'ai eu de l'émotion quand je suis allée sur le plateau fertile, quand j'ai déposé mes cartons, parce que c'est quand même de la petite épicerie, hein, j'ai déposé moi-même mes cartons de plateau fertile, parce que c'est des petites quantités, donc ça reste gérable. J'ai déposé des jeans, des pantalons, j'ai déposé des blousons, et puis une semaine après, je repasse et je vois les machines fonctionner, le bruit, les personnes qui travaillent, et qui me transforment ça. D'un pantalon, on est passé à une jupe. Avec les chutes, on a fait des étuis à lunettes, on a fait des pochettes, des trousses. Et là, personnellement, j'ai fait waouh, quoi, c'est juste génial. Et c'est comment maintenant on va réussir à amener ça auprès de nos clients via le web et en magasin. Donc, il y a tout aussi une communication. Et je suis d'accord aussi avec Corinne, il faut qu'on reste pour autant dans notre ADN, dans notre stratégie de prix, de produits, de ce qu'on. Voilà. Et ça, c'est pas une mince affaire, ça demande de la réflexion, ça demande de se poser, mais c'est génial. C'est génial. Stéphanie, chez vous, la question de la rentabilité, c'est également très vite posée, vous m'avez expliqué. Alors oui, c'est sûr, hein, quand c'est nouveau, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais au-delà de la rentabilité, c'est vrai que c'est des convictions en fait, et c'est des valeurs qu'on a dans l'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, tout ce qui est RSE et éco-responsable, en fait, on n'a pas envie de passer à côté, et on a envie de montrer aussi que Jules a changé. Et en fait, ça passe au-delà de la rentabilité. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, là, c'est une première capsule, c'est une première fois. Il faut voir comment on peut trouver des astuces pour optimiser en fait cette rentabilité. Là, c'est vrai qu'on a voulu le faire d'une façon locale et inclusive. Donc, on est parti vraiment de l'idéal, on va dire, de ce qu'on souhaitait faire. Aujourd'hui, on sait qu'on a d'autres pistes. Je me dis notamment en termes de confection produit, d'éviter de le but aussi de cette capsule, c'était partir de nos invendus et de leur apporter une émotion, une valeur ajoutée, de leur donner une seconde vie. On sait qu'aujourd'hui, on peut améliorer certaines choses pour avoir des coûts un peu moins onéreux. Donc, il y a déjà cette piste-là. Et puis après, il y a à terme aussi d'autres peut-être solutions avec aller chercher chez les fournisseurs aussi avec lesquels on peut travailler
en proche ou grand import, des matières qui pourraient être aussi dormantes chez eux, des accessoires qu'on pourrait réutiliser, des pièces aussi défectueuses qui pourraient sortir de nos productions et qu'on pourrait réexploiter. Voilà, on a déjà des fournisseurs au Bangladesh, par exemple, qui nous proposent des choses. Donc, on est en train de creuser tout ça pour effectivement, en fait, avoir ce côté local, mais aussi aller chercher directement aussi chez nos fournisseurs avec qui on travaille à ce jour. Léna, sur la question de la rentabilité, vous avez un ton et un constat un petit peu différent du côté de la Redoute. Oui, du coup, nous, pour cette première capsule, Upcyclé, on a été rentable. On a été rentable, on n'a pas acheté beaucoup de... Enfin, soit on est parti vraiment sur des stocks tout petits, puisqu'on a revalorisé 1000 mètres de tissu, ce qui est très bien, hein, mais voilà, par rapport aux quantités habituelles, c'est très différent. Donc, on est vraiment resté positionné sur un petit test, sur aussi... deux axes importants pour nous principaux qui étaient de revaloriser nos stocks dormants et de rester dans l'ADN de nos collections. Ça, c'était notre stratégie. Et on a aussi du coup proposé un prix de vente cohérent avec nos prix de vente habituels. Donc ça rentre en compte pour la notion de rentabilité et surtout, on a vendu quasiment l'entièreté de la collection. Donc voilà pourquoi on a été rentable. Oui, Stéphanie. J'ai une petite question du coup pour Léna. Si j'ai bien compris, du coup, c'était des rouleaux de matière qui étaient situés en Europe, c'est ça? Et oui. Du coup, alors on est parti sur... Pardon. La confection s'est faite où? Elle ne s'est pas faite en France? Non, alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que avec Megan Esbrook, la chef de produit qui travaille avec moi sur ces capsules upcyclées, quand on a commencé à écrire ce projet, effectivement, on avait déjà une prise de parole made in France. Donc on s'est dit, ok, pourquoi pas l'upcycling? On a ces stocks, ils sont stockés où? Alors en l'occurrence, c'était Roumanie et Bulgarie. Tout près du coup de nos façonniers et de nos confectionneurs. Et on s'est dit, pourquoi pas faire cette collection upcyclée en Made in France, puisqu'on avait déjà en fait rodé un peu le process du Made in France. Sauf que du coup, on s'est dit aussi que ça faisait voyager nos rouleaux et que en Europe, en fait, les rouleaux étaient déjà tout près de nos confectionneurs. Et qu'on pourrait proposer des prix alignés sur nos prix habituels. Du coup. Ok, je comprends mieux du coup la rentabilité qui est au rendez-vous chez la Redoute. Okay. Tout à fait. Je vois que le temps passe très très vite. Il y a un point assez essentiel qu'il faut aborder, c'est l'avenir de l'upcycling à l'échelle des marques et des enseignes. Quand une marque se crée sur l'upcycling, forcément, elle se crée son réseau, mais une marque travaille sur ce qu'elle a sous la main et ce qu'elle peut trouver chez ses partenaires. Or, on sait en ce moment que la tendance est à la réduction des commandes pour justement maximiser les stocks, éviter les pertes, éviter les invendus. Je vais citer un peu les chiffres. C'était la chaire IFM Première Vision qui nous indique que concrètement, le long terme recule très, très durablement dans les commandes. 46% des marques veulent doper le sourcing de court terme sur l'année 2021. Alors forcément, il y a l'effet de la crise, mais pas que. En fait, on voit que c'est une tendance préexistante qui continue de s'accélérer et qui amènerait à terme à avoir moins de stocks à transformer. Quelle est, votre perception de ce point-là? Comment voyez-vous l'avenir de l'upcycling? Est-ce que dans un monde idéal, où les marques maîtrisent parfaitement leur chaîne de production, est-ce que l'upcycling a une place? Cory, Stéphanie, je vous en prie. C'est vrai que c'est une question qui se pose en fait au départ on s'était dit est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir pérenne, l'upcycling, et effectivement en fait comme on a tendance, en tout cas chez Jules, en un an on a acheté quand même plus d'1 million de pièces en moins, donc on achète beaucoup plus juste. Et c'est vrai qu'on ne veut plus avoir des stocks et des stocks et des stocks à l'entrepôt. Donc,
on achète beaucoup plus court et beaucoup plus juste. Et c'est vrai qu'à terme, normalement, on ne devrait plus avoir autant d'invendus. Et donc, quid de l'upcycling? Est-ce que demain, ça sera encore quelque chose chez nous? Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que non. Mais voilà, après, on ne peut jamais prédire ce qui va se passer sur le marché du textile qui est plein de rebondissements, on va dire aussi. Donc, en tout cas, chez nous, on essaye effectivement d'acheter beaucoup moins et c'est déjà le cas. On a les chiffres. Donc voilà, on verra sur le long terme. Corinne, vous pensez que ça peut durer, mais qu'il faut massifier? Oui, moi je pense que ça peut durer. Il y aura toujours des invendus. On ne sera jamais juste dans nos prévisions au coloris, à la taille, pour ceux qui connaissent bien nos métiers. Et donc, c'est vrai que si on travaille ensemble en tant qu'acteurs de la mode, du textile, hein, notamment dans la région, je pense qu'on peut faire toujours des choses et des choses nouvelles en fait. Et il serait intéressant de mettre en partage peut-être ou nos envies, ou nos matières, ou une expertise, parce que ça se travaille aussi. On doit se former, on doit former peut-être une partie de nos équipes aussi. Donc, je pense qu'il y aura toujours matière. Il y aura matière chez nous, puis il y aura matière aussi chez les particuliers, parce qu'à un moment, il y a quand même une seconde vie du produit, il y a un cycle de vie, donc ce sera peut-être différemment, mais c'est un sujet qui existera toujours. Hein. On met beaucoup sur le marché malgré tout. Sandrine, également, vous pensez que ça va durer, mais de manière plus ponctuelle? Moi, mais je suis en phase aussi parce que je pense qu'on ne sera jamais à stock zéro. On aura toujours des défectueux. Et alors peut-être qu'il faudra être opportuniste, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre et on va pas. On peut rien écrire sur ce sujet. Hein, c'est être opportuniste en fait par rapport au stock qu'on aura. Et effectivement, il va falloir être, je pense, entouré de vrais talents pour transformer et pour apporter de la valeur ajoutée. Je pense qu'il y a un point aussi qui, je ne sais pas comment on va y venir, mais il y a un coût important. Moi, en tout cas, je travaille que sur du produit fini parce qu'on n'a pas de stock de tissu. Il y a un coût important de ce qu'on appelle du dévissage ou du démontage qui n'est pas automatisé. Et aujourd'hui, ça, c'est un réel coût. Donc ça, je ne sais pas comment on va pouvoir le travailler autrement pour respecter toujours ce fameux prix, parce que je suis d'accord aussi avec Corinne, il ne faut pas faire des invendus et refaire des invendus. C'est pas logique, c'est pas le but. Donc, mais moi, je pense que ça va encore perdurer. Après, je pense qu'on ne peut rien écrire. Léna, je sais que la question s'est posée également de votre côté. Tout à fait, je rejoins ce qui vient d'être dit. Nous, on a une gestion aussi de nos achats de matière qui est de plus en plus fine. Donc, on va vers un avenir où on a toujours de la matière stockée, mais de moins en moins et sans doute pas suffisamment, en tout cas pour augmenter le nombre de produits upcyclés dans nos collections. Seulement, je me dis aussi qu'en termes de créativité, pour en arriver jusque là où on en est, et là, on est 4 enseignes à avoir aussi traité le sujet de façon différente. Je me dis qu'un avenir est quand même possible et que la solution, c'est aussi d'être créatif et effectivement de se remettre en question, de voir où sont aussi nos forces en interne. Nous, on est parti on avait des stocks dormants, qu'on avait aussi la capacité de faire de la conception en 3D. C'est en mettant aussi en relation en fait, les différentes choses qu'on avait au cœur de notre entreprise qu'on a réussi à trouver notre stratégie. Donc, si j'ai un conseil, c'est d'être créatif, de continuer à être créatif et de se poser des questions. L'heure avance, je vais commencer à retransmettre les questions qui sont apparues dans le chat. Il y en a une qui est, vous parliez des invendus prêt-à-porter qui étaient plus difficiles à transformer que des rouleaux de matière. Que pensez-vous de la revente de ces stocks à de plus petits créateurs qui pratiquent l'upcycling afin de les valoriser? Qui veut répondre?
Moi, je veux bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense vous en que prie. justement, tout ça crée des belles opportunités de collaboration et de liens et de partenariat. Et ça bouge nos envies de travailler avec les uns et les autres, que ce soit des plus grosses entreprises ou des petites marques ou des startups. Et je trouve ça très intéressant comme idée. Mhm. C'est mon avis. Quelqu'un d'autre veut répondre? Bah, je rejoins Corinne, je trouve que c'est une très très bonne idée. Oui. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé parce qu'il n'y a pas à aujourd'hui. Je vais passer aussi un petit message de l'idée d'une plateforme en fait, pouvoir mettre que ce soit des rouleaux de matière disponibles qu'on pourrait revendre à des jeunes designers ou des créateurs. Et pourquoi pas effectivement aller jusqu'à nos stocks dormants en fait où on produit fini. C'est une bonne idée. Est-ce qu'il manque des groupements? Est-ce qu'il faudrait que les marques jouent en équipe sur ces questions-là de manière générale? Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, je profite pour parler je vais faire la promotion de Fashion Green Oui. Club, pour parler d'un groupe, upcycling là, qui souhaite monter un groupe de travail. Et je trouve que c'est une très belle opportunité de commencer à travailler ensemble d'ailleurs. Et on a hâte de commencer avec eux dès début avril, il me semble. Oui. Mhm. Alors, il y avait une question aussi. Faut-il... attendez, non, ce n'est pas ça. Pardon, je n'arrive plus le chat doc. C'est pas grave. Il y avait la question de la formation également qui me semblait assez importante. L'upcycling est une vieille conception, mais c'est quelque chose qui n'est plus enseigné. C'est un métier vraiment à part. Est-ce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans les cursus? Est-ce que c'était quelque chose que vous attendez aujourd'hui dans les recrutements, d'avoir des gens éventuellement qui savent prendre en main ce type de création? Qui veut répondre? Dites-moi. Sandrine, je vous vois sourire. Ouais, moi je trouve Vous que êtes c'est trahi. intéressant. Oui, moi je trouve que c'est intéressant. Je parlais de talent tout à l'heure, mais effectivement, et l'initier en formation, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on recherche souvent des personnes qui auront du caractère, qui auront des idées, qui vont apporter d'autres choses. Enfin, donc, je pense que si c'est initialement dans une formation, je pense que ça serait très bien. Corinne, il y a une question. Pouvez-vous donner le nom ou plus d'informations sur ce groupe de travail sur l'upcycling? Ah, attendez. Donc, justement, c'est le groupe de travail upcycling qui est animé par Fashion Green Hub, qui sera animé par Frédéric Fournier, si je fais bien le relais d'informations. Voilà. Ah, c'est Adapter, voilà. Voilà, ok. Très bien. N'hésitez pas à écrire vos questions dans la colonne de droite. Oui. J'ai vu tout à l'heure une question sur la commercialisation de nos collections capsules. Tout à fait. Comment vous la mettez en avant? Oui. Elles sont mises en avant sur notre site de façon un peu classique, si ce n'est qu'on raconte l'histoire de cette collection capsule, parce qu'en effet, quelqu'un en a parlé précédemment, c'est important de recontextualiser ça et de donner une histoire à ces collections, parce que ça a une vie différente et voilà, donc une commercialisation un peu traditionnelle avec une histoire à raconter. Stéphanie, d'ailleurs, c'était intéressant parce que vous me mentionniez que c'était aussi l'occasion pour vous de cibler une clientèle plus jeune que vous n'aviez plus forcément chez Jules. Exactement. Alors, comme on a collaboré avec les petits jeunes d'Anti-Fashion, ça nous a permis aussi d'avoir un nouveau regard. Comme on parlait là de co-création, de designer, etc. Bon, là, c'est des jeunes qui sont en réinsertion dans une association, mais en fait, tout talent est bon à prendre et on a vraiment adoré et on est fiers de ce projet parce que ça a été
plein d'idées, de belles idées, de mise en place, de prototypes, etc. Donc oui, effectivement, c'était une volonté en tout cas de cibler les plus jeunes. Et là, je viens de voir une petite question, la conception 3D Oui. peut-elle un accélérateur d'upcycling? Et je suis tout à fait en phase. Léna en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que nous aussi, on a l'outil 3D aujourd'hui chez Jules. Et en fait, ça nous aide effectivement à nous projeter. Et comme en fait, on part de l'existant et qu'on veut gaspiller le moins possible, c'est vrai que ça nous aide en fait à nous projeter directement, de visualiser le produit. Donc effectivement, c'est une grande aide là-dessus et ça évite de faire des prototypes finalement qui seront perdus ou alors sur lesquels on doit refaire un travail alors qu'on pourrait le faire directement informatiquement. Donc c'est vraiment une aide en tout cas aujourd'hui. On a une question sur le contexte sanitaire. Pensez-vous que la crise liée au Covid-19 et son impact économique significatif peuvent avoir un effet sur la manière d'entamer les approches upcycling et RSE et bien les choses, ou bien les choses vont-elles reprendre, certes lentement, mais comme avant? Qui veut répondre là-dessus? Je pense que ça rejoint le fait qu'on a du mal à se projeter en ce moment, de toute manière. Donc, est-ce que quelqu'un veut tenter une réponse néanmoins? Moi, je veux bien répondre. Alors, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est compliqué. La fermeture des magasins qui fait que on vend moins, hein, mécaniquement, on vend quand même moins, en tout cas pour notre part. Après, peut-être qu'il y a effectivement, on essaie de reporter en tout cas les produits. On n'ouvre pas tout pour envoyer en magasin et effectivement, on peut garder des modèles à l'entrepôt qu'on ouvre en fait au fur et à mesure ou qu'on peut reporter carrément d'une saison à l'autre pour éviter en fait de gaspiller et de produire inutilement derrière. Alors peut-être qu'effectivement, on se retrouvera avec un peu plus de stock que prévu. On essaie de piloter en tout cas au mieux tout ce qu'on peut avoir dans nos entrepôts et tout ce qui a été acheté, qu'on peut annuler, etc. Mais c'est vrai que ce contexte est assez difficile, je pense, pour pas mal d'enseignes. Donc voilà, on vit un peu au jour le jour là, avec tout ce qui se passe dernièrement, mais peut-être qu'effectivement, ça nous poussera à faire un peu plus d'upcycling. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas trop dire. Ouais. Je pense qu'on ne sait pas de toute manière va être le maître mot de ce premier semestre pour l'instant, hélas. Sandrine, en fait, au tout début, il y avait une question qui vous était adressée. Alors, c'est celle que je n'arrivais pas à retrouver en scrollant. C'était par rapport au denim. On vous demandait si le denim était plus facile à travailler dans l'upcycling. De mémoire, c'était ça la question. Et est-ce qu'effectivement, tous les quatre, vous avez identifié des matériaux plus facilement upcyclés? Alors, je ne sais pas si le denim est plus facile à travailler. En tout cas, sur produits finis, comme je l'expliquais, on a beaucoup de contraintes en termes de taillant, de couture. Donc voilà, ce qui nous sort aujourd'hui, c'est qu'on est sur un effet de mode de denim. Donc on peut se permettre de faire quelques petits accessoires pour créer des choses très sympas. Mais je ne pense pas que ce soit plus facile qu'une autre matière, non. Léna? Travailler, après peut-être que ça a une durée de vie, effectivement, une toile denim a une durée de vie peut-être plus importante que d'autres matières, mais à travailler, non, c'est pas plus facile. Léna, de votre point de vue de création? Par rapport au denim, je pense que il y a une tendance aussi mode de patch fait en denim et qui vient sans doute de l'upcycling, qui fait aussi que cette typologie de produits peut fonctionner en ce moment, clairement. Et c'est d'autant mieux s'ils sont faits en upcycling. Alors, il y a une autre question. Ah non, c'est une question qu'on a déjà abordée, il me semble. Oui. Enfin, ça rejoint les collaborations. Préférez-vous faire des collaborations extérieures, du co-branding, les avantages de l'externalisation de l'upcycling par rapport à le faire en interne? Voilà. C'est quelque chose auquel on a, je pense, déjà un petit peu répondu tout à l'heure. De toute manière, n'hésitez pas, je pense qu'on peut vous joindre par LinkedIn pour poursuivre les échanges derrière. Oui. Il y a aussi un point qui est venu dans les échanges et qui a été évoqué assez régulièrement depuis hier. Il y avait Sarah Bourgeois qui dit « Hélas, on ne peut rien dire contre les gens qui prétendent faire de l'éthique mais n'en font pas ».
C'est un reproche qui est adressé à beaucoup de grandes marques et de grandes enseignes. Est-ce que vous-même, vous regardez, je sais qu'en discutant, on en a mentionné quelques-unes en préparant cette discussion, mais quel regard portez-vous justement sur ces marques qui affichent de l'upcycling qui n'en est pas vraiment? Et vous n'êtes pas obligé de les citer, mais vous pouvez si vous le souhaitez. Non. Bon. Moi, je ne suis pas très à l'aise devant ce type de questions parce que c'est vrai que il est important d'être honnête et transparent quand on fait ce type d'initiative, ce type de démarche. Ne la déguisons pas. Soyons honnêtes. C'est bien pour ça que niveau Blancheport, je parle bien de petits pas, hein, des petits pas à faire de plus en plus vite peut-être et à travailler et entamer une réflexion plus globale en parallèle. Voilà, moi, mon seul conseil, c'est de rester honnête et transparent. Et voilà. Moi, je suis d'accord aussi. Enfin, aujourd'hui, chaque marque a ses propres valeurs. Nous, aujourd'hui, chez Bisbee, on a cette notion de confiance et de transparence. Et aujourd'hui, voilà, après, chaque marque est responsable de ce qu'il raconte, de l'histoire qu'il veut véhiculer. Mais bon, je ne suis pas trop non plus à dire dessus. Voilà. Non, excusez-moi, mais de toute façon, il ne faut pas se raconter d'histoire. Nos modèles, nous à tous, là, ici, en table ronde, ne peuvent pas être transformés du jour au lendemain. Donc, on doit avant tout rendre notre entreprise pérenne. Et c'est pour ça que j'ai tenu à lire notre axe stratégique, parce que avant tout, on a une responsabilité sociétale. Et c'est avant tout nos collaborateurs et toutes les personnes qu'on fait vivre. Donc, voilà, on doit bouger, on doit réfléchir. Nous devons être de plus en plus acteurs dans cette mode responsable. On a un long chemin à tenir, mais on le ferait étape par étape et je pense qu'on s'en sortira que s'il y a une honnêteté par rapport à tout ça. Et il y a différents prismes possibles. Il y a ces collections capsules, il y a le reste. Et puis, de toute façon, c'est aussi un point de la RSE, hein, parce que la RSE, c'est avant tout l'éco-conception. Hein, ça commence par ça. L'éco-conception, la mode zéro plastique, sur lequel on travaille tous beaucoup, je pense, et sur lequel on avance bien, aussi grâce à des travaux collectifs. Donc, voilà, moi, je pense que c'est important d'être honnête et de le faire à notre rythme pour ne pas non plus casser notre modèle.